Okay, go ahead. Bonjour, je suis Gina Mattia, d'origine haïtienne. J'ai obtenu mon diplôme en sciences de laboratoire clinique à l'Université CUNY à New York en 1988. Je travaille à l'Institut national de la santé à Bethesda, Maryland, où je suis directrice de qualité et sécurité. Je vais vous parler aujourd'hui de la gestion du personnel. Donc, mes objectifs d'apprentissage aujourd'hui, c'est qu'à la fin du module, les participants seront en mesure de décrire le rôle du personnel dans le système de gestion de la qualité, développer un plan pour vérifier la compétence du personnel, décrire les actions impliquées dans l'évaluation et l'entretien des compétences du personnel et d'expliquer le processus de mise à jour des registres concernant le personnel. Donc, je vais vous décrire un scénario. Pensez que vous êtes responsable du laboratoire. Un de vos deux techniciens seniors a été temporairement réattribué à un autre laboratoire. Votre autre technicien senior est malade et les deux restants n'ont plus lu de lame de paludisme depuis leur formation initiale il y a plusieurs années. Ce matin, vous recevez 20 demandes de recherche de paludisme. N'étant pas en mesure d'assurer les analyses exactes, vous devez informer les prescripteurs que les analyses seront retardées. En tant que responsable, qu'auriez-vous dû faire pour prévenir ce genre de situation? Donc, je vais vous décrire une vue d'ensemble de la gestion du personnel. Le personnel constitue la ressource la plus importante du laboratoire. Ces 12 points-là sont les 12 points de qualité essentielle du système CLSI. Donc, je vous en ai parlé d'un, l'organisation, à la première présentation. Maintenant, nous parlons du personnel. Le personnel fait partie des personnes intègres qui reconnaissent l'importance de leur travail et qui participent à une amélioration constante. Donc, la condition clé de la mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité. Le personnel de laboratoire est un partenaire important des systèmes de santé. Donc, comme nous venons de le dire, la meilleure ressource du laboratoire, c'est le personnel. Il est très critique pour la qualité. Il est un partenaire de santé publique et aussi, ils sont des professionnels qualifiés. Donc, il faut recruter puis conserver un personnel qualifié. Ceci est essentiel pour la qualité du laboratoire. Oublier de vérifier les qualifications et les références d'un postulant lors d'une nouvelle embauche peut conduire à des problèmes ultérieurs. En tant que directeur de laboratoire, il est important d'embaucher un nombre de personnes appropriées à la charge du travail, de vérifier que les détails de l'annonce pour le poste sont corrects et de créer des descriptifs de poste complètes et détaillés pour chaque employé, de former chaque employé à leurs tâches spécifiques, d'orienter les nouveaux employés, et les différences entre les laboratoires sont fréquentes. Le directeur devra donc s'assurer que les nouveaux employés soient bien orientés et bien formés, même ceux avec beaucoup d'expérience. Aussi, il est nécessaire de mener et enregistrer des évaluations de compétences pour tout le personnel. Il est de la responsabilité du personnel et ou de la direction de vérifier que les employés formés sont suffisamment compétents pour accomplir leur travail. Il faut aussi offrir des opportunités de formation continue, de nouvelles techniques ou des mises à jour de méthodes déjà existantes peuvent ainsi être introduites au laboratoire en utilisant des cours de formation continue. Il faut mener des évaluations annuelles des performances des employés et en tant que responsable qualifié, il est nécessaire d'orienter et de former les employés.
Il faut garder une trace des registres personnels des employés et s'assurer qu'ils sont confidentiels. Il faut introduire des lignes de conduite claires et pertinentes concernant le personnel dans le manuel qualité. En tant que technicien de laboratoire, il est important pour vous de participer aux formations et de profiter des opportunités de formation continue. Donc, je m'excuse, ça c'est le diapositive précédent. Il faut demander la formation s'avérant nécessaire lors d'une augmentation et d'un changement de responsabilité et aussi maintenir ces registres de développement professionnel à jour. Maintenant, nous allons parler de l'importance de la motivation. Des employés motivés sont plus engagés dans leur travail. Alors, le succès ou l'échec dépendent des connaissances et des qualifications du personnel de laboratoire, de leur engagement et de leur motivation à faire le travail tel que décrit dans le descriptif de poste. Des employés motivés sont plus enclins à s'engager dans leur travail. Les éléments de motivation sont différents selon les personnes. Certains apprécient les récompenses concrètes telles que des bonus, des primes ou des éloges. Et certains apprécient plus d'avoir un emploi du temps flexible qui s'adapte mieux à leurs responsabilités familiales. Et la majorité apprécie d'être reconnus et de sentir qu'ils font partie intégrante du système de soins. Le responsable peut motiver l'équipe en soulignant que le poste de chacun est important, que ce soit pour la réalisation des analyses, le recueil des échantillons, la préparation des réactifs ou la gestion du laboratoire. Dans de nombreux pays, les changements de personnel ont été décrits comme étant un des principaux défis à relever. Exception faite des facteurs économiques, un mauvais environnement de travail et de mauvaises pratiques de gestion peuvent contribuer au départ du personnel. Un bon programme de gestion du personnel contribuera à le retenir. Donc, dans les descriptifs de poste, la direction du laboratoire devrait avoir des descriptifs de poste qui définissent les qualifications et les fonctions de tout le personnel. Et ceci est tiré de l'ISO 15189-2012. Donc, nous allons parler du descriptif de poste, de la formation sur une tâche précise, l'évaluation des compétences, et si les compétences échouent, la reformation afin que le personnel soit bien équipé et sache ce qu'il doit faire, et finalement, la reconnaissance des compétences. Donc, la direction doit assurer des qualifications correctes à toutes les personnes travaillant au laboratoire. Ceci inclut aussi bien la formation, les connaissances, le savoir-faire et l'expérience. Lors de la définition des qualités requises pour le poste, gardez à l'esprit les conséquences, gardez à l'esprit les compétences ou les connaissances spécifiques nécessaires pour ce poste, telles que les langues, l'informatique et la biosécurité. Les descriptifs de poste donnent une image claire et exacte des responsabilités et du niveau d'autorité de chaque poste. Les descriptifs de poste devraient présenter toutes les activités et les tâches qui doivent être réalisées. Ils devraient spécifier les responsabilités lors de la conduite des analyses et de la mise en œuvre du système qualité. Ligne de conduite et activités là. Il devrait se poser sur les antécédents de l'employé et sur sa formation. Être actualisé et disponible pour toutes les personnes travaillant dans le laboratoire. Donc, les descriptifs de poste devraient être basés sur les compétences et faire référence aux spécialités qui sont demandées. Les critères de chaque poste peuvent varier en fonction de la taille du laboratoire et de la complexité des analyses pratiquées. Par exemple, dans les petits laboratoires avec un personnel limité, les personnes peuvent avoir de nombreuses responsabilités et réaliser de nombreuses tâches différentes
Tandis que les laboratoires plus grands, avec plus de personnel, les personnes peuvent être plus spécialisées. Rappelez-vous que les descriptifs de poste ne sont pas les seuls à servir de directives, mais ils peuvent aussi être utilisés pour évaluer les compétences du personnel de façon formelle. Maintenant, nous allons parler de l'orientation, qui est très importante. L'orientation est le processus d'introduction d'un nouvel employé à son nouvel environnement de travail et à ses tâches ou ses fonctions. Rien n'est plus frustrant pour un employé que de ne pas savoir où trouver les ressources et informations nécessaires. Donc, encore pour lier le diapositive précédent, le nouvel employé doit être qualifié, il doit avoir une bonne orientation, on doit lui fournir un descriptif de poste spécifique à son emploi, et puis on parle de la formation sur une tâche précise, l'évaluation des conséquences, et s'il y a des problèmes, il faut faire la réformation, et puis enfin la reconnaissance des compétences. L'orientation et la formation sont deux choses différentes. L'orientation du personnel de laboratoire devrait inclure les aspects suivants. Orientation générale. Tour qui inclut un tour du laboratoire, l'introduction au cadre et au personnel, information à propos de la place du personnel dans la communauté médicale et ou le système de soins, des personnes clés et de la hiérarchie, les interactions du laboratoire avec ses utilisateurs et ses clients, les lignes de conduite et procédures concernant les bâtiments et la sécurité. Aussi, nous allons parler des lignes de conduite personnelle. Il faut que l'employé ait de l'éthique, la confidentialité, des avantages sociaux et des horaires précis de travail. Fournir le manuel de l'employé résumant les lignes de conduite du laboratoire et l'information nécessaire pour le système de qualité. Une copie du descriptif de poste de l'employé y sera incluse afin d'être revue en détail. Un résumé des postes, qui sont les standards, les procédures standards, sera aussi fourni à l'employé. Il est donc important de développer une checklist abordant chaque aspect de l'orientation. Je m'excuse. Demandez aux employés de parapher et de dater chaque point de la checklist afin d'être sûr d'avoir passé en revue et développé tous ces points. Donc, la checklist doit avoir le nom du technicien, son titre, le procédure précis, la date d'évaluation, et puis il faut faire une évaluation si c'est accepté, si c'est complètement, si c'est partiel, ou écrire quelques commentaires si nécessaire. Donc, il y a l'observation directe, et aussi il y a l'observation indirecte, qui est le contrôle des registres, la réanalyse et l'étude de cas. Maintenant, nous allons parler des évaluations des performances, compétences, adhérence aux lignes de conduite, observation des règles de sécurité, communication, service aux clients, la ponctualité et le comportement professionnel, qui est très, très important. Qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence est définie comme l'application d'un savoir, d'une qualification et d'un comportement utilisé lors de la réalisation d'une tâche spécifique. L'exactitude des résultats d'analyse du laboratoire dépend des compétences du personnel qui doit suivre une série de procédures lors du processus d'analyse dans son ensemble. L'évaluation des compétences est donc définie comme tout système qui mesure et documente les compétences du personnel. Le but d'une évaluation des compétences est d'identifier des problèmes de performance de l'employé et de corriger ces problèmes avant qu'ils n'affectent les soins donnés aux patients. Donc, une vue d'ensemble
on va parler du graphique là qui illustre la relation qui existe entre le descriptif de poste et l'évaluation des compétences ainsi que la formation. Une évaluation initiale des compétences peut révéler un besoin de formation spécifique de l'employé. Je m'excuse, je retourne là. L'évaluation des compétences devrait être menée à intervalles réguliers tant que l'employé occupe le poste. Les évaluations de compétences, menées soit initialement, soit de façon périodique, permettent d'identifier ou de prévenir des problèmes de performance qui peuvent être résolus par le biais de formations spécialisées. Donc, nous allons parler des méthodes de compétences. Les méthodes d'évaluation des compétences comprennent l'observation directe, et je viens d'en parler ici, là, quand on a parlé de la diapositive du checklist. Donc, l'observation directe, c'est elle qui aide à identifier et prévenir les problèmes de performance. Les pratiques de l'employé sont observées pendant le processus d'analyse, ce qui permet à l'observateur de voir si l'employé suit les POS. Afin d'être objectif pendant l'évaluation, l'observateur utilise une checklist de vérification et ces listes sont utilisées lorsque l'on peut observer certains points, certaines actions ou certains attributs spécifiques. Donc, l'observation, c'est la méthode la plus consommatrice de temps pour évaluer les compétences des employés. Mais elle est recommandée quand l'évaluation peut avoir un niveau d'impact supérieur sur les soins apportés aux patients. Donc, il faut contrôler les registres, c'est-à-dire revoir les feuilles de travail, les carnets de bord et les registres préparés par les employés. Il faut revoir et analyser les registres des contrôles de qualité et les résultats des tests de capacité pratiqués par les employés évalués. Retester, revérifier les résultats pour faire une comparaison au sein du personnel. Les divergences devraient être facilement résolues. Il faut évaluer les connaissances ou les capacités de résolution de problèmes en utilisant des études de cas. Il sera demandé aux employés de répondre oralement ou par écrit pour simuler des problèmes techniques. Donc, il peut être nécessaire d'adapter les méthodes d'évaluation de compétences au contexte local et aux priorités. Nous allons parler des lignes de conduite et processus. Donc, les lignes de conduite portant sur l'évaluation des conséquences écrites sous la responsabilité de la direction constituent un point essentiel des systèmes qualité. Chacune d'elles devrait être partagée par toutes les personnes du laboratoire et les évaluations de chacun devraient y être documentées. Exemple de ligne de conduite développée pour une évaluation des compétences. C'est que chaque employé devrait être évalué régulièrement sur les tâches définies dans son descriptif de poste. Les processus décrivent comment appliquer ces lignes de conduite. Par exemple, les questions suivantes devaient être posées. Qui mènera l'évaluation? Cette responsabilité devrait être assignée à une personne qui a préalablement démontré des compétences dans le domaine qui sera évalué. La personne responsable doit documenter et évaluer les résultats de l'évaluation. Qu'est-ce qui sera évalué? Quel poste? Quelle tâche ou procédure? Quelle phase et ou processus, que ce soit pré-analytique, analytique et ou post-analytique? Les compétences essentielles de chaque tâche devraient être identifiées en impliquant les superviseurs directs. Exemple de compétences décisives, c'est l'identification du patient, le recueil de l'échantillon, l'évaluation de la qualité des échantillons, l'utilisation de l'équipement
l'application des procédures de contrôle de qualité et l'interprétation des résultats. Alors, quand auront lieu les évaluations? Annuelles ou bisannuelles? Il est important de développer un calendrier des évaluations pour chaque employé. À mesure que de nouvelles procédures et de nouveaux équipements sont introduits au laboratoire, une période de formation puis une évaluation spécifique devrait être conduite pour chaque personne. Donc, les lignes de conduite et les processus devraient être revus annuellement et modifiés si nécessaire. Donc, avant de parler de réunion d'évaluation, je m'excuse, on va parler des procédures. Les procédures décrivent spécifiquement comment doit être réalisé chaque élément des processus. Une évaluation des compétences d'un employé devrait suivre des procédures comme celles données ci-dessous en exemple. L'évaluateur contacte l'employé à l'avance pour informer qu'une évaluation sera menée à une date préalablement déterminée. L'évaluation est réalisée pendant que l'employé travaille sur des échantillons de routine. L'évaluation est faite en utilisant une méthode précise, préalablement décrite, puis est enregistrée dans un carnet ou registre. Les résultats de l'évaluation sont partagés avec l'employé. Et un plan d'action est développé en définissant la formation supplémentaire requise, comme par exemple lorsqu'un employé a besoin d'une mise à jour sur le POS. Donc, le plan devrait être écrit et être compris par l'employé. Devrait contenir les mesures spécifiques à prendre pour résoudre ou corriger le problème, incluant leurs dates butoirs respectives. Je m'excuse. Il devrait aussi contenir les ressources nécessaires à sa mise en place. Il est demandé à l'employé de prendre connaissance de l'évaluation, du plan d'action relatif à l'évaluation et de la réévaluation éventuelle. Quelque chose à y penser, c'est que si plus d'une personne fait la même erreur, même après une formation, considérez que la cause de l'erreur peut venir d'un mauvais fonctionnement de l'équipement ou d'une ambiguïté des POS. Donc, après ça, il faut faire toutes les documentations. Donc, documentation de l'évaluation des compétences, et comme avant dans la diapositive antécédente, nous avons utilisé une checklist, c'est aussi ici, il faut utiliser des formulaires standardisés. Il faut les dater et les conserver de manière confidentielle, toujours. Il est demandé à l'employé de prendre connaissance de l'évaluation, du plan d'action relatif à l'évaluation et de la réévaluation éventuelle. Donc, je m'excuse, on vient de lire ça. Donc, maintenant, nous parlons de la documentation de l'évaluation des compétences. Des formulaires standardisés devraient être préparés à l'avance et utilisés de façon à ce que les employés soient évalués de manière identique. Ceci évitera que les employés pensent que l'évaluation est biaisée. Toutes les évaluations de compétences doivent être enregistrées avec leurs dates et leurs résultats, comme je viens d'en parler. Elles devraient être conservées dans un lieu assurant leur confidentialité. Ces registres font partie des documents de qualité du laboratoire et devraient être périodiquement revus et utilisés pour une amélioration constante des performances. Nous allons parler maintenant de la formation et de la formation continue. Qu'est-ce que c'est que la formation? La formation est un processus qui donne et développe un savoir, des qualifications ou des comportements afin de répondre à certaines exigences. Dans ce contexte, la formation est liée au descriptif de poste et à l'évaluation des compétences. Elle cherche à résoudre des manquements identifiés sur certaines tâches réalisées par l'employé.
Les compétences devraient être réévaluées après toute formation spécifique liée au poste. Donc, qu'est-ce que c'est que la réformation? La réformation est exigée quand l'évaluation des compétences révèle un besoin d'amélioration des connaissances et de savoir-faire d'un employé. Donc, la formation croisée, qu'on appelle ici le cross-training en anglais, offre une opportunité pour le personnel d'acquérir des qualifications en dehors de leur discipline. Elle permet une certaine flexibilité en autorisant la permutation du personnel ou en donnant de nouvelles attributions si nécessaire. Cette éventualité peut survenir dans des situations de crise ou lors d'absence du personnel pour cause de maladie ou de congé. Donc, la formation continue, qu'est-ce qu'elle est? Elle est un programme de formation qui apporte aux employés des mises à jour dans un domaine particulier. Le laboratoire est en permanente évolution. Il faut donc faire des efforts pour tenir à jour les employés et la direction. Pourquoi former et organiser des formations continues? Il faut le faire pour réaliser des analyses de qualité au laboratoire et fournir des résultats d'analyse justes, fiables et opportuns. Aussi, il faut une formation continue pour aider le personnel à atteindre leurs objectifs personnels de carrière, améliorer les capacités d'organisation et atteindre les objectifs qualité. De nouvelles méthodes d'analyse et de nouveaux instruments sont continuellement introduits sur le marché. Il peut donc y avoir certaines implications sur les analyses du laboratoire et sur l'amélioration des soins apportés aux patients. Donc, nous allons parler des méthodes de formation et de leurs ressources. Lors de la planification d'une formation ou d'une activité de formation continue, les points à prendre en considération sont les suivants. L'identification des besoins de formation, le modèle de formation, l'organisation de formation, l'évaluation des résultats de la formation. Certaines activités peuvent être organisées à faible coût, par exemple. Créer un journal, ça c'est bien facile. Organiser des groupes de discussion sur les études de cas ou regarder des cassettes vidéo ou des CD. En faisant une recherche sur un sujet et en présentant les résultats à ses collègues. Par le biais de programmes individuels de formation interactive via un apprentissage en ligne gratuit ou via des cours imprimés. Et rassembler et conserver une série de lames de collection, par exemple en hématologie et parasitologie. Cette photo que vous voyez a été prise dans un laboratoire possédant des ressources limitées. Elle montre un membre du personnel montrant comment le laboratoire aborde la formation continue. Le personnel organise des sessions de formation une fois par semaine dans cette pièce. Donc, nous allons parler des ressources locales. Bon, nous sommes toujours dans les méthodes de formation. Les ressources locales, lors de l'organisation de programmes internes de formation continue, il est nécessaire de connaître quelles sont les ressources locales disponibles. Quelques-unes de ces ressources sont les suivantes. Un comité de l'assurance de la qualité, des cliniciens, des infirmiers, infirmières, des pathologistes, personnel du comité de lutte contre les infections, des épidémiologistes responsables de la surveillance et les évaluateurs externes. Chacun de ces groupes de personnes peuvent partager leur savoir et leurs expériences avec le personnel du laboratoire. Ils peuvent être invités pour donner des cours, diriger des discussions et échanger des informations. Donc, ce sont les ressources locales. Maintenant, pour les ressources externes, les programmes externes de formation continue peuvent également être présentés par des experts
tels que les unités d'organisation, des fabricants, les sociétés scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, les centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies et les organisations non gouvernementales. Nous allons parler des évaluations périodiques, ce qui va faire le registre du personnel. Donc, les évaluations des performances, on va en parler, l'évaluation des compétences, et nous disons que tout doit être confidentiel, et finalement, l'enregistrement des formations. Donc, ceci fait partie d'une évaluation périodique. Les employés devraient bénéficier d'une évaluation formelle périodique de leur performance dans leur ensemble. Cette évaluation est plus large que l'évaluation des compétences et comprend les éléments suivants: la compétence technique, l'efficacité, l'adhérence aux lignes de conduite, l'observation des règles de sécurité, les qualités de communication, le service client, la ponctualité et le comportement professionnel. Donc, l'évaluation peut affecter le moral de l'employé, sa motivation et sa confiance en lui, et devrait être menée équitablement. Les personnes réagissent différemment aux critiques, même si celles-ci sont faites avec tact. Par conséquent, envisager différentes approches correspondant à la personnalité de chaque employé. Un retour d'informations positives ainsi que certaines suggestions d'amélioration devraient être fournies. Tous les problèmes identifiés devaient être abordés avec l'employé lorsqu'ils surviennent afin de pouvoir être corrigés avant l'évaluation formelle. Ça, c'est très important. Une évaluation périodique, incluse dans son registre personnel, ne devrait pas contenir d'éléments n'ayant pas été préalablement discutés avec lui. Donc, nous allons parler des causes de performance médiocre. Donc, la médiocrité des performances n'est pas toujours due à une incompétence technique. La performance peut être affectée par les suivants: les distractions, l'inattention, en particulier les problèmes personnels, tels qu'un enfant ou un parent malade, ou encore des problèmes financiers. Ils peuvent diminuer la concentration de l'employé. Une charge de travail excessive qui met l'employé sous pression et qui le pousse à travailler vite. Ceci peut entraîner des erreurs par inadvertance. Aussi, une orientation ou une formation initiale insuffisante. Une résistance au changement. Certaines personnes peuvent ne pas vouloir utiliser de nouvelles procédures. Ça, c'est le cas, hein? Et on a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? Les facteurs suivants peuvent aussi contribuer à des résultats médiocres. Un échantillon abîmé. Le technicien peut ne pas voir ou ne pas savoir que l'échantillon a été reçu avec un mauvais conservateur ou a été mal stocké. L'absence du POS ou absence de leur mise en jour. Les kits d'analyse arrivent avec des instructions du fabricant qui sont différentes. Ces modifications doivent se refléter dans le POS. Aussi, des procédures mal écrites, telles que des étapes manquantes, une faute dans la séquence des étapes, des quantités d'échantillons ou de réactifs incorrects peuvent causer de sérieuses erreurs et devraient toujours être suspectées lorsque plusieurs employés obtiennent des résultats erronés. Les descriptifs de poste qui ne sont pas clairs peuvent être une source d'erreur. Par exemple, une confusion sur la personne responsable de la calibration d'un instrument peut entraîner une absence de calibration et par conséquent causer des résultats erronés. Nous allons parler de la ligne de conduite.
Les laboratoires devraient maintenir des registres du personnel contenant toutes les informations liées à leur travail au laboratoire. Garder ces registres des différents postes occupés et les dates d'occupation de ceux-ci. Ces informations sont importantes pour calculer les éventuels intéressements des employés. Tous les termes et conditions d'embauche devraient aussi faire partie du registre du personnel. Donc, les informations sur le personnel que le laboratoire conserve peuvent différer d'un laboratoire à un autre ou d'une région à une autre. Une liste complète des informations est présentée ci-dessous et je vais vous la lire. Et certains éléments de cette liste peuvent ne pas être requis dans certains laboratoires ou certaines régions. Donc, ces éléments sont les détails de l'embauche, originaux de la candidature et du curriculum vitae, la liste des analyses que l'employé est autorisé à faire, les conditions d'embauche, qui est un contrat à durée indéterminée, le descriptif du poste, les évaluations de compétences initiales et continues, les programmes de formation continue qui ont été suivis, les actions correctives personnelles, les éventuelles actions disciplinaires, les cartes des jours de congé, l'information sur la santé incluant les accidents du travail, l'exposition à des risques professionnels, le statut vaccinal et les informations de performance ainsi que contact en cas d'urgence. Ou bien, ils peuvent aussi contenir les dossiers du personnel qui devraient être gardés dans un lieu sûr pour protéger leur confidentialité. Seules certaines informations nécessaires d'être conservées dans les bureaux du laboratoire. Certaines institutions possèdent un département des ressources humaines qui peut être responsable des registres des employés. Donc, vous allez devoir évaluer soigneusement ce qui doit être gardé au laboratoire, par exemple, les contacts en cas d'urgence ou les descriptifs de poste. Donc, nous allons parler des principes importants de la gestion du personnel. La gestion du personnel est un élément critique pour le succès du programme de gestion de la qualité. Les descriptifs de poste devraient contenir toutes les qualifications requises et décrire avec exactitude les tâches, les rôles et le positionnement dans le labo. Les compétences du personnel devront être évaluées au moment de l'embauche, puis régulièrement. Une très importante partie des processus de gestion est de chercher à attirer un personnel qualifié, de le motiver, lui fournir des intéressements et de bonnes conditions de travail afin de le retenir. Donc, en résumé, la gestion du personnel est critique pour le succès du programme de gestion de la qualité. Et les descriptifs de poste, ils devraient décrire avec exactitude les tâches, le positionnement dans le labo, comme on vient d'en parler. Les compétences doivent être évaluées. La formation, elle aidera à assurer la compétence du personnel. Et les méthodes pour attirer et retenir le personnel doivent être abordées. Donc, il y a quelques messages clés dont je veux vous en parler. Le personnel constitue la plus importante ressource du laboratoire. Je l'ai toujours dit à mes personnels. Sans eux, il n'y a pas de laboratoire. Les responsables doivent créer un environnement propice pour le personnel afin de maintenir des performances de haute qualité. La formation continue est vitale pour les compétences du personnel, mais elle ne doit pas être forcément chère pour être efficace. De nouvelles méthodes d'analyse et de nouveaux instruments sont constamment introduits sur le marché. Et les employés ont donc besoin de mettre à jour leurs connaissances et leurs qualifications.
Donc, on vient de parler d'un des 12 points de la qualité, 12 points essentiels de la qualité, c'est le personnel, et nous en parlerons d'autres modules dans des présentations plus tard dans le cours. Merci. C'est la conclusion de ma présentation.